Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du chapitre 4 du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 1. Alors dans ce tome 1, il est utile de lire les 10 premiers chapitres dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits, car chaque chapitre utilise des concepts qui ont été expliqués dans les chapitres précédents. Donc en les lisant dans l'ordre différent, dans un ordre différent de ceux dans lesquels ils ont été écrits, ça pourra paraître confus, alors que si vous les lisez dans l'ordre, cela devrait être beaucoup plus clair. Et comme il y a une vidéo par chapitre, eh bien je vous conseille de visualiser les vidéos 1, 2 et 3 avant de visualiser celle-ci pour avoir une meilleure compréhension. Dans ce chapitre 4, j'aborde la notion de plan et de densité, qui est une notion très importante en ésotérisme. Alors la densité, tout le monde sait ce que c'est très simple à comprendre. Il suffit de prendre l'exemple de l'eau. De l'eau qui est froide, que l'on met à 0 degré, ça va devenir un glaçon, donc ça va être quelque chose de très dense, de très dur quand on le palpe. Et puis si on augmente la température, eh bien le glaçon va fondre, donc ça va devenir quelque chose de liquide qui sera beaucoup moins dense que le glaçon. Et puis plus on va augmenter la température, plus on va obtenir un état gazeux qui va être encore moins dense. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de ce que c'est qu'une densité. La matière d'un glaçon est la même que celle de l'eau à l'état gazeux. La seule différence, c'est qu'elle a changé d'état. Eh bien, ce que nous expliquent les traditions, c'est que dans l'évolution, il y a également un changement d'état. Il y a quelque chose qui, à la base, est totalement éthéré, donc sans forme, qui va se condenser, se durcir, devenir matériel, et puis ensuite revenir pour s'éthériser de nouveau, et donc reperdre sa forme, redevenir comme c'était à son origine. Zhang Sai nous dit « Lorsque le chi se condense, il devient manifeste. Il y a alors des formes. Lorsqu'il se disperse, il n'est plus visible, et il n'y a plus de forme. Au moment de sa condensation, est-il possible de dire qu'il est autre que temporaire ? Mais au moment de la dispersion, a-t-on le droit d'en déduire hâtivement qu'il est donc inexistant ?» Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans notre monde matériel, quand les choses sont condensées, eh bien nous les voyons, nous pouvons les ressentir avec nos sens et donc nous savons qu'elles existent parce que nous pouvons les palper. Mais si ces choses qui sont palpables changent d'état, est-ce que cela signifie qu'elles n'existent plus ou est-ce que juste elles ont uniquement changé d'état pour aller dans un autre état? Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus d'existence par elles-mêmes. Toutes choses, dit la Kabbale, sont dérivées par émanation d'un grand principe, et ce principe, c'est le Dieu inconnu et invisible. La matière, c'est-à-dire le plan le plus bas, n'est rien d'autre que l'effet le plus éloigné de l'énergie émanée de la divinité. Donc pour les traditions, il y a 7 niveaux de plans, 7 plans, qui partent, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, d'un état en puissance, un état en puissance qui est similaire à une pensée, donc qui est quelque chose de absolument pas matériel, mais qui va s'exprimer, et en s'exprimant, ça va se condenser et arriver dans la matière, s'exprimer dans la matière et former des formes qui seront concrètes et accessibles par nos sens. C'est pour ça qu'on nous dit que la matière n'est rien d'autre que l'effet le plus éloigné de l'énergie émanée de la divinité qui, elle, n'a rien de matériel. C'est un état en puissance qui va s'exprimer dans la matière. Les Grecs, à l'école des Égyptiens, avaient appris longtemps avant nos astronomes que les mondes se sont formés par la condensation progressive d'une matière primordiale excessivement légère disséminée dans l'espace. Donc exactement la même chose que nous disons ici. Il y a donc une matière éthérée qui peu à peu va se condenser et former les mondes. Et on verra plus tard que si cette condensation, si cette évolution ne s'est pas faite de la même manière pour tous les éléments qui ont évolué, n'ont pas tous évolué à la même vitesse, eh bien certains éléments vont se cristalliser
et pourront former des lunes à certains astres. Et ça, ce sera abordé dans un autre chapitre ou une autre vidéo. La première leçon qu'enseigne la philosophie ésotérique, c'est que la cause inconnaissable n'évolue ni consciemment ni inconsciemment, mais se borne à exhiber périodiquement des aspects différents d'elle-même, aux perceptions d'intelligence limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que il y a à la base une unité qui va s'exprimer, et donc elle va s'exprimer avec l'intelligence qu'elle va avoir, mais chacune de ces intelligences vont également s'exprimer à d'autres niveaux, et donc à chaque fois, il y aura des niveaux différents d'intelligence, des niveaux différents d'expression, mais qui seront adaptés au plan et à ce que justement l'entité va devoir vivre à travers ces plans. Piotr Uspensky nous dit: si la quatrième dimension existe, alors que nous n'en possédons que trois, cela signifie que nous n'avons pas d'existence réelle et que nous n'existons que dans l'imagination de quelqu'un. Alors exister dans l'imagination de quelqu'un, c'est exactement ce que nous disent les traditions quand on nous parle d'états en puissance qui vont s'exprimer pour devenir en acte. Car tout ce qui va être acté, tout ce qui va être matérialisé n'est que le fruit d'une pensée qui est dans un état en puissance. Quand nous sommes dans la matière, nous sommes dans un état d'existence. Nous voyons notre corps physique. À partir du moment où nous allons mourir, ce qu'on appelle la mort, une transition, il va y avoir un état d'être en puissance où uniquement notre corps astral, dans un premier temps, va rester. Et donc là, notre corps astral, par rapport à notre corps de matière, c'est en quelque sorte un état d'être, un état en puissance. C'est celui dans lequel nous allons nous retrouver en transition juste après la mort. Les plans de la personnalité, c'est-à-dire les 4 premiers plans les plus bas, on le reverra plus tard, je redétaillerai toutes ces notions de plans de personnalité, d'ego, d'âme, mais dans un premier temps, je vais juste donner des grandes généralités. Donc, dans les plans de la personnalité, ce sont des plans qui sont exprimés par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'âme qui est en puissance. Donc l'âme en puissance va aller s'exprimer en créant des personnalités. Et ces personnalités vont être enregistrées dans cette âme, c'est-à-dire toutes les expériences vécues vont pouvoir s'accumuler dans cette âme, mais ce ne sont que des expressions d'un état en puissance. Et si on remonte, on continue, et bien cette âme, c'est pas le bout du monde, comme on pourrait dire, car cette âme est elle-même dans un état en acte par rapport à une trinité encore plus grande qui est en puissance par rapport à elle, qu'on pourrait nommer l'esprit, la monade aussi. Et donc on voit qu'à chaque fois, il y a un état d'être qui s'exprime en acte, mais tout cela c'est relatif parce que chaque état qui est en acte va pouvoir lui-même s'exprimer encore plus bas et être en puissance par rapport à ce vers quoi il va s'exprimer. Alors pour les traditions, il y a 7 plans principaux que j'ai notés sur cet endroit: matière, le plan astral, le plan mental, le plan bouddhique, le plan atmique, le plan monadique, le plan logoïque. Donc à chaque fois, il y a 7 sous-plans. Et il peut être important de diviser certains plans en deux. Par exemple, le plan de matière peut être divisé en deux, avec 3 sous-plans correspondant au plan physique et 4 sous-plans correspondant au plan éthérique, qui est de la matière mais un peu plus éthérée que la matière physique, que nous ressentons quand nous touchons quelque chose de dur. Pareil, le plan mental doit être divisé en deux, car il y a ce qu'on appelle le mental inférieur et le mental supérieur, qui est aussi nommé
le causal, le plan causal. Ça, nous le reverrons lorsque j'aborderai les différents corps. Donc pour les traditions, il y a 7 plans qui sont chacun décomposés en 7 sous-plans. Considérons la monade de la forme, Atma Buddhi. Monade de la forme, donc la monade, c'est l'état en puissance de notre âme. Souffle de vie émané du Logos contient en elle tous les pouvoirs divins. Mais comme nous l'avons vu, au lieu d'être manifestés et actifs, ces pouvoirs sont latents. Donc ces pouvoirs sont dans un état en puissance. C'est par le contact des agents extérieurs, donc en allant s'exprimer dans la matière, en devenant en acte, dans un état en acte, qu'ils vont être éveillés graduellement. La vie étant douée, de par sa nature même, de la faculté de vibrer en réponse aux vibrations qui l'affectent. La monade contenant en elle-même la possibilité de toute vibration, une vibration quelconque en l'affectant, éveillera en elle la puissance vibratoire correspondante. Toutes ces forces passeront ainsi l'une après l'autre de l'état latent à l'état actif. Voilà le secret de l'évolution. Il y a donc des états en puissance qui vont s'exprimer. En s'exprimant, eh bien, ils vont devenir actifs et il va donc y avoir peu à peu de l'activité dans tous les plans de conscience. En fait, on peut considérer que chacun de ces plans sont des plans de conscience, mais qui, lorsqu'ils sont exprimés, ne sont pas reliés justement par la conscience, mais vont devoir l'être lors de la remontée. Le développement de l'être humain n'est que le passage d'un état de conscience à un autre. C'est une expansion, une succession d'expansions, une croissance de cette faculté de conscience qui est la caractéristique prédominante du penseur intérieur. C'est un déplacement progressif de la conscience qui est d'abord polarisée dans la personnalité qui se trouve dans les 4 plans les plus matériels, les plus bas. Enfin, 3 plans principaux, mais 4 plans parce que ça s'arrête au mental inférieur. 4 plans si on prend les sous-plans que j'ai indiqués ici. Donc un déplacement progressif de la conscience polarisée dans la personnalité, ou moi inférieur, ou corps, puis dans le moi supérieur, ou ego. Le moi supérieur, ou ego, ça va être le corps causal, qui va être considéré comme l'âme humaine, comme on va voir. L'âme humaine qui s'exprime dans ces plans de la personnalité et qui va enregistrer tout ce qui va se passer dans ces plans de la personnalité. Enfin, dans la monade ou esprit, jusqu'à ce qu'elle soit finalement divine. Mais on l'a vu, ici, il y a la notion de l'esprit et de la monade. Et donc, à partir du moment où la conscience va être arrivée au niveau de l'âme, eh bien, elle va aussi pouvoir grandir pour atteindre le niveau de l'esprit. Donc, tout est, pour les traditions, tout ce qui est important, l'évolution, c'est une évolution de la conscience, évolution de la conscience en créant de la conscience à travers chacun des plans dans lesquels vont s'exprimer chacune de ces entités. L'ego, l'âme, va aller s'exprimer dans les plans de la personnalité. Une fois qu'elle aura mis de la conscience partout dans ces plans, eh bien, elle va pouvoir remonter et puis aller mettre de la conscience dans les plans supérieurs. Pour les traditions, il y a également 3 trinités. La trinité, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de primordial à comprendre, car la triple évolution de l'humanité, que j'aborderai plus tard, le fait que l'être humain n'est pas le croisement d'une évolution, mais le fruit du croisement de 3 évolutions, d'où cette notion de trinité. Il y a une trinité qui va correspondre à la partie corps, qui va servir pour l'expression, l'état en acte. Il va y avoir une trinité qui va servir pour l'âme et une trinité qui va servir pour l'esprit qui permet la remontée. Donc là, pour le moment, je ne vous donne que des notions succinctes. J'aborderai beaucoup plus en détail ces sujets à d'autres moments. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu.
C'est pour ça que le premier plan est appelé logos, logos qui signifie verbe. Verbe, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va s'exprimer. C'est une unité, un principe directeur qui va s'exprimer. Et c'est là que quand on passe du 1 au 2 ou du 1 au plusieurs, c'est pas quelque chose qui va se séparer. Le 1 va rester lui-même, c'est juste qu'il va s'exprimer, cette unité va s'exprimer et créer plusieurs petites unités interconnectées entre elles. C'est ça qu'on appelle une expression. Le 1 reste lui-même, mais lorsqu'il devient plusieurs, lorsqu'il s'exprime dans un état en acte, eh bien, il va se déployer en quelque sorte et créer des petits lui-même qui sont interconnectés entre eux. D'où la notion de verbe et la notion d'expression. Personne, qui correspond à la personnalité, dont on a vu que c'était les 4 petits sous-plans que j'ai marqués ici jusqu'au mental inférieur. Ça signifie, il y a les mots dedans, dans le mot personne, père et sona, qui signifient ce par quoi le son vient. Parce que là aussi, on voit que bien, une personnalité, c'est aussi une âme qui s'est exprimée. Il y a donc un son qui s'est exprimé, quelque chose qui s'est exprimé dans les personnalités. Alors donnons quelques petits exemples du point de vue scientifique au niveau des plans. Alors je ne dis pas que ce sont des vérités, c'est juste des petites hypothèses que je fais. Est-ce qu'il y a un lien ou pas entre les plans et puis ces notions-là? C'est uniquement des hypothèses. Le docteur Harold Aspin, depuis les années 1960, a exploré l'idée que toute matière est créée à partir d'un éther, et il a conclu qu'il existe différents niveaux de densité ou d'épaisseur. Donc vous voyez que ce scientifique a noté la possibilité, au moins, que ces notions de différents niveaux de densité ou d'épaisseur peuvent exister. Ce n'est donc pas juste quelque chose de théorique, ça peut être expliqué si le docteur Harold Aspin a raison. Le docteur William Tift étudiait le décalage vers le rouge. Il a découvert que le décalage vers le rouge ne demeurait pas stable dans une galaxie où il était réparti en couches concentriques. Il employait le mot quantifié pour décrire ces couches distinctes. Alors là aussi, est-ce que le fait de voir des couches distinctes dans la galaxie ne pourrait pas indiquer différentes épaisseurs, c'est-à-dire différentes densités? Là aussi, je ne dis pas que c'est une vérité, je mets ça juste comme une hypothèse. En 2011, Sol Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess ont eu le prix Nobel de physique pour avoir proposé en 1998 l'idée que l'expansion de l'univers serait en accélération. Pour expliquer son observation, Sol Perlmutter, un des prix Nobel, dit lui-même qu'il existe plusieurs suppositions. La constante cosmologique, qui est celle qui est acceptée aujourd'hui par les scientifiques, mais il nous dit également que cela pourrait impliquer des changements de la théorie de la relativité générale et notamment cela pourrait montrer l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il y a cette notion de plan? En sachant qu'il faut faire attention avec les mots, car une densité, c'est pas forcément une dimension. Une densité, c'est la même dimension, mais dans un état différent. Alors qu'une dimension, ça pourrait également être quelque chose de parallèle, en fait. C'est-à-dire, c'est pas le même plan, c'est pas le même monde, mais c'est un monde parallèle en quelque sorte qui s'exprime un peu comme quand on a plusieurs fréquences et qu'on change de radio. C'est pas la même radio que l'on va mettre, il suffit de tourner le bouton pour changer la radio. Et donc c'est pas juste une fréquence qui va être plus ou moins dense, mais ça peut être des mondes différents. Donc je ne sais pas, j'ai mis ça juste en exemple. Est-ce qu'il y a un lien entre ces recherches scientifiques et la notion de plan, de densité? C'est vraiment juste des hypothèses. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette expérience que nous explique Greg Braden.
La notion de séparation est basée sur la célèbre expérience de Michelson-Morley réalisée pour la première fois en 1887. Cette expérience, qui porte le nom de deux scientifiques qui l'ont conçue, Albert Michelson et Edward Morley, était très attendue par la communauté scientifique afin de pouvoir régler une fois pour toutes la question qui était de savoir si un champ d'énergie universel reliait ou non toutes choses entre elles. La pensée de l'époque était que si un tel champ existait réellement, il devait se déplacer en fonction de la Terre, et les scientifiques pensaient que puisque le champ est en mouvement, il serait donc possible de le détecter. L'expérience eut lieu dans un laboratoire improvisé dans le sous-sol d'un immeuble de la case Western Reserve University. Ces résultats, tels que les données ont été interprétées par des scientifiques de l'époque, ont montré qu'il n'existait aucun champ d'énergie universel, ce qui impliquait donc que toute chose était distincte entre elles et que ce qui se passait dans un endroit avait peu d'effet, voire aucun, sur ce qui se passait ailleurs. En 1986, un scientifique nommé E.W. Silvertooth a reproduit l'expérience de Michelson et Morley grâce à ses travaux de recherche financés par l'armée de l'air des États-Unis. La revue scientifique Nature en a publié les résultats sous le simple titre « Relativité restreinte ». À l'aide d'un équipement de détection beaucoup plus sensible que celui utilisé par Michelson et Morley en 1887, Silvertooth a effectivement pu détecter le champ qui se déplaçait tout comme Michelson et Morley l'avaient prédit 100 ans auparavant. Donc qu'est-ce que ça pourrait supposer? Cette expérience pourrait donc indiquer que ce que nous disent les traditions, qu'il y a une unité à la base qui va s'exprimer, mais que cette expression donc quand cette unité va s'exprimer, tout est interrelié, eh bien ça pourrait avoir une base scientifique, si cette expérience est réelle et acceptée par tout le monde. Alors pour résumer, selon les traditions, il existerait différentes réalités qui cohabiteraient dans des densités différentes. Notre globe terrestre, qui a une densité particulière, aurait des copies de lui-même dans des densités moindres. Les traditions parlent de 7 plans qui comportent chacun 7 sous-plans. Matière, qu'on peut décomposer aussi en plan physique et plan éthérique. Le plan astral, le plan mental, qu'on peut découper en deux, en mental supérieur et mental inférieur. Le plan bouddhique, le plan atmique, le plan monadique, le plan logoïque. Le verbe. L'unité qui commence à s'exprimer. La densité représente le degré de condensation d'une substance. Nos sens ne sont actifs que dans l'état d'existence, ce qu'on appelle l'état en acte, d'après la notion d'Aristote, alors que dans un état d'être, un état en puissance, rien n'est sensible. Mais ne pas être sensible ne doit pas être associé au fait de ne pas avoir de réalité. Ce n'est pas parce que nos sens ne peuvent pas sentir cette chose qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas de réalité du moins. Les états d'être en puissance et d'existence en acte sont relatifs. Lorsque nous nous trouvons sur un plan, ce plan est pour nous en état d'existence, alors que les autres plans sont en état d'être en puissance. Donc les plans au-dessus de nous, on va les considérer comme étant des plans en puissance, parce que nous nous exprimons dans des plans plus bas. Évoluer signifie changer d'état. L'état non dense apporte le potentiel ou l'idée de ce qui est à manifester. La descente dans la densité permet de concrétiser ce potentiel ou cette idée. Et la remontée dans la densité permet d'apporter de la conscience là où originellement il n'y en avait pas. Donc tout pour les traditions est une évolution, une expansion de la conscience à travers différents plans ayant des états de densité différents. Merci de votre attention.